Ok, voilà, les gens arrivent tout doucement, euh, ils nous rejoignent tout doucement. Bonsoir à toutes et tous, ou bonjour, c'est selon. Merci, d'ores et déjà de nous rejoindre à ce nouveau webinaire du RIFRES Médecins d'avenir socialement responsable, utopie ou prochaine réalité, en espérant que, au terme de cet atelier, on arrive à conclure tous ensemble que c'est une prochaine réalité, mais ça, on le verra tous ensemble. Donc, merci d'être là. Je vais rapidement vous dire que deux, trois informations qui sont, me semble-t-il, importantes. Ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le réécouter, le revisionner à votre aise parce qu'il sera mis sur le site du Refresh et vous recevrez le lien euh, probablement par retour de courriel. Et alors, il y aura également les présentations de nos brillants orateurs et prestigieux orateurs aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous avons au menu des grandes pointures et d'une large partie de la pyramide des âges, et ça c'est très encourageant puisque on a quelques personnes ici qui sont en haut de la pyramide et d'autres qui sont beaucoup plus bas dans la pyramide et au milieu. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ce sont tous des hommes. Donc on va faire un effort dans les prochains webinaires pour quand même essayer de respecter un petit peu la parité au niveau homme-femme. Voilà. Donc, n'hésitez pas, dès que les présentations seront en cours, et celle qui commencera, celle de Nagy, à poser vos questions dans le petit onglet que vous avez sur votre écran tout en bas, Q et R, point d'interrogation. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser une question. Il n'y aura pas de questions transmises oralement. On vous donnera pas malheureusement l'occasion de pouvoir échanger directement avec nos participants, nos orateurs, nos intervenants. Mais c'est Ahmed qui va être notre maître de cérémonie et notre chef d'orchestre. Et il ne manque jamais d'essayer d'interpeller nos intervenants sur les questions que vous posez dans les questions et réponses. Voilà. Donc, notre webinaire est prévu jusqu'à 19h30 et nous tenons beaucoup toujours à respecter ce timing. Voilà, d'ores et déjà, donc, je crois que j'ai dit l'essentiel et je vais céder la parole tout de suite à Charles Boulaine, notre président. Est-il encore besoin de le présenter? Je ne le crois pas. Mais donc, il va donc nous donner quand même un aperçu des objectifs de ce nouveau webinaire dont le sujet est évidemment capital. Nous avons parmi les participants, pour votre information, certainement d'autres métiers et d'autres professions et d'autres qualifications que celles de médecin, et c'est l'intérêt du RIFRES aussi. Si j'ai oublié quelque chose, Charles pourra éventuellement compléter. Charles, je te donne quelques minutes. J'ai bien dit quelques minutes, mon cher Charles, parce qu'il faut laisser la parole à nos participants. Et donc, si tu peux introduire les objectifs de ce webinaire, merci d'avance à toi.
Merci Paul et chers amis, chers collègues, content d'être au rendez-vous pour cette question bon, essentielle, j'allais dire presque existentielle. Hein. Être socialement responsable, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous arriver prochainement? Il est vrai que nous avons centré la question sur le médecin, mais chacun a compris que ça touchait évidemment n'importe quel professionnel de santé, qu'il soit praticien, administrateur, chercheur, enseignant, et que ce soit des individus ou des institutions d'ailleurs. Et nous allons donc certainement faire référence à cela. Mais je voudrais vous, si vous permettez, vous rapporter un petit son du terrain que j'ai eu ce matin quand j'étais à Genève. Genève qui est à côté de chez moi parce que j'habite près de la frontière franco-suisse. Et ce collègue médecin me disait, mais tu sais, un médecin socialement responsable, ce n'est pas possible dans le monde dans lequel on vit parce qu'on est entouré par toutes sortes de choses qui nous empêchent de l'être. Et donc, il citait le pouvoir politique, l'administration, les associations professionnelles, les assurances, les mutuelles et même le public. Alors voilà, c'était son avis, un avis d'un helvétique, c'était un spécialiste. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, et je pense que nous avons compris, c'est que on peut avoir les meilleures intentions du monde et vouloir les réaliser, mais si ces intentions ne sont pas partagées par les grands acteurs de santé, ce sera quand même une opération très compliquée. Et c'est évidemment le but de ce webinaire, c'est de confronter les opinions entre différents acteurs de santé. Alors, un protocole de médecin socialement responsable nous est proposé par des collègues qui travaillent dans une université, évidemment très intéressant de l'entendre. Et par la suite, nous avons une réponse de personnalités qui sont chargées de travailler avec des médecins dans la pratique courante, si vous voulez dire. Et donc, voilà, je pense que c'est une question extrêmement intéressante. Comme vous le savez, le RIFRES, c'est une association internationale francophone qui a l'ambition de promouvoir la responsabilité sociale auprès des grands acteurs de santé, auprès de tous ceux qui ont des influences sur la santé, le bien-être. Je dis le bien-être parce que nous savons la santé n'est pas seulement de la médecine, c'est également influencé par les facteurs économiques, culturels, sociaux, environnementaux, politiques. Et donc voilà, c'est dans cet contexte un peu complexe et dans un système de santé dont on se demande s'il pourra tenir le coup et remplir ses missions, étant donné le monde complexe dans lequel nous rentrons. Alors, l'objectif du séminaire, vous avez compris, c'est de répondre à la question qui est posée d'entrée de jeu et de voir surtout comment nous pouvons établir des collaborations avec des collègues qui sont, je dirais, au four et moulin, et pas seulement des penseurs ou des philosophes, mais des gens qui voient comment on peut implémenter, réaliser la responsabilité sociale sur le plan très pratique et en prenant toutes les précautions nécessaires pour que les choses puissent arriver un jour. Et ben voilà, bon webinaire. Merci beaucoup, Charles, et merci d'avoir été bref, mais que tu as dit l'essentiel. Comme d'habitude, on peut compter sur toi. Je vais tout de suite alors maintenant passer la parole à Najim, qui va présenter avec quelques diapositives le sujet du jour. Pour information, donc pour nos collègues ici présents, Naji est au bas de la pyramide que j'ai cité tout à l'heure en termes d'âge, hein, puisque Naji est médecin, mais pas encore, sauf erreur de ma part, diplômé médecin généraliste, puisqu'il termine ce qu'on appelle en Belgique son assistanat, c'est-à-dire qu'il a fait les 3 années de spécialisation en médecine générale. Et alors, j'ai bien aimé que si vous tapez sur Internet, il y a un journal à un moment donné qui a fait un article sur lui et qu'il a dénommé Najim Mokadem, clinicien, chercheur et militant. Donc, c'est tout dire parce que Najim, en plus de faire de la recherche sur la responsabilité sociale, entre autres. Il participe avec toute l'équipe du RIFRES et du CAMJ, c'est-à-dire le Centre académique de médecine générale de l'Université catholique de Louvain. Donc, il travaille sur la responsabilité sociale depuis, voilà, maintenant plusieurs années.
Et en plus de ça, il est, sauf s'il a arrêté, mais je crois qu'il est encore, c'est très important, c'est très intéressant, coordinateur de des jeunes de la Société scientifique de médecine générale en Belgique. Bon, il est encore bien d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Et Naji, si tu peux alors démarrer ta présentation. Et en principe, tu as 15 minutes et comme tu le sais, je ne suis pas toujours très, très flexible sur le dépassement du timing, mais je pense que tu vas pouvoir faire ça comme on l'a prévu. Merci beaucoup, Paul. Alors, je lance ça. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme Paul l'a dit, je m'appelle Najim Okadem, donc et oui, je suis médecin généraliste en formation à l'Université catholique de Louvain, au Centre académique de médecine générale et aussi collaborateur au RIFRES dans le groupe formation. Et c'est moi qui vais vous présenter ici un référentiel de compétences du médecin socialement responsable pour une médecine ancrée dans la réalité. Alors commençons d'abord par un petit rappel de ce qu'est la responsabilité sociale. Donc ça a été défini en 1995 pour les facultés de médecine par notre ami Charles Boulogne ici présent comme l'obligation d'orienter leurs activités vers les principaux problèmes de santé de la société qu'elles ont comme mandat de desservir. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition? C'est en fait l'importance de la réponse aux besoins prioritaires en santé de la société pour la responsabilité sociale. Et des besoins en santé, la société, elle en a. On peut par exemple citer la pénurie de médecins qui touche le Québec, entre autres, qui touche aussi évidemment la France, la Belgique et tout un tas d'autres pays, ou encore la pénurie de médicaments, comme le titrait Le Monde, les PFAS, donc les microplastiques qui frappent l'Europe et qui vont coûter cher à l'Europe, mais aussi à la santé des Européens, l'épuisement des professionnels de la santé suite au Covid, donc l'explosion des épuisements, les dépenses en santé qui sont de plus en plus élevées, surtout pour les maladies chroniques, et liées à ça, le vieillissement de la population. Et comme le disait ici donc l'Organisation mondiale de la santé, tous les pays doivent relever des défis majeurs pour préparer leur système leurs systèmes sociaux et de santé à tirer le meilleur parti de cette mutation démographique. Maintenant, comment relever ces défis? Une hypothèse de réponse pourrait éventuellement être l'émergence de professionnels de la santé socialement responsables. Je vais citer ici une étude de la North Ontario School of Medicine University, qui est une université avec un mandat explicitement axé dans la responsabilité sociale, où en fait ces étudiants, on a remarqué qu'ils avaient un impact socio-économique positif sur la région du Nord-Ontario, et ont permis aussi de réduire la pénurie de médecins de la région. Il y a aussi une revue de la littérature réalisée en 2017 qui a mis en évidence que les professionnels de la santé socialement responsables avaient plutôt tendance à rester dans des zones plus rurales, à servir les communautés défavorisées et à être aussi plus compétents pour répondre aux besoins des communautés mal desservies. Qu'est-ce qu'on entend par mal desservies? C'est par exemple des communautés dans des zones en pénurie ou alors des communautés isolées. On ne n'est pas socialement responsable, on le devient. Alors non, je ne cite pas Simone de Beauvoir, mais ici, c'est plutôt pour se poser la question de comment est-ce qu'on devient socialement responsable. Une manière de répondre à cette question, ça pourrait être l'enseignement. Sachant que l'enseignement supérieur est basé sur l'acquisition de compétences, on passe par là par des référentiels de compétences qui permettent à enseigner, par exemple, aux jeunes médecins. Malheureusement, c'est dans ces référentiels de compétences, la responsabilité sociale n'est que pas ou peu abordée. Je cite par exemple le CanMEDS, donc, qui est le référentiel de compétences pour former les médecins au Canada, entre autres, ou la Marguerite du Collège national des généralistes enseignants pour la formation des médecins généralistes, qui aborde certains points de responsabilité sociale, mais pas toutes ces dimensions, en tout cas. C'est ça qui a amené le RIFRES à une réflexion, à se dire il serait intéressant de développer un référentiel de compétences plus axé vers la responsabilité sociale pour justement permettre aux praticiens de demain de devenir socialement responsables. Et du coup, venons-en à ce référentiel, à son élaboration. Donc, on a utilisé tout un tas de données pour fabriquer ce référentiel. Je citais donc tout à l'heure le CanMEDS, le référentiel de compétences pour les médecins au Canada.
Sa version de 2015, il va être revu d'ici enfin, cette année ou l'année prochaine. On a aussi utilisé une revue de la littérature, de la responsabilité sociale, qui parlait notamment des compétences des professionnels de la santé socialement responsables. La perspective des patients sur ce que devraient être les compétences en responsabilité sociale d'un médecin, un article de Yannick Hutbeer, des référentiels universitaires axés sur la responsabilité sociale. Euh, Notamment, on peut citer celui de l'Université de Montréal, de l'Université catholique de Louvain, de la University of British Columbia et de l'Université de Lyon-Est. D'une étude parue l'année passée sur un consensus international de ce que devraient être les compétences et manifestations d'un médecin socialement responsable par la méthode Delphi, de travaux internes au RIFRES et enfin d'ateliers de congrès du RIFRES. Toutes ces données-là, donc, pour enfin aboutir à notre référentiel de compétences du médecin socialement responsable. Que je vais vous présenter donc maintenant. Voilà donc notre référentiel de compétences du médecin socialement responsable, où on a choisi, pour le symboliser, pour l'illustrer, un gouvernail, où le médecin socialement responsable serait en quelque sorte le capitaine d'un navire, où pour naviguer, il se baserait sur ces 6 manches de son gouvernail qui seraient chacune de ses compétences. Et donc, parmi ces compétences, on peut citer donc l'expertise clinique, l'éthique, le leadership, la réflexivité, la gestion et l'érudition. On va commencer donc ici par l'expertise clinique, qui se définit avec son titre un peu plus élaboré comme l'expertise clinique de la santé des patients, oui, mais aussi des communautés. Et ça se définit comme appliquer ses compétences médicales à l'évaluation et à la gestion des problèmes prioritaires de santé auxquels font face les patients et la communauté, selon une vision globale de la santé. Je propose de faire un zoom maintenant sur cette compétence pour voir qu'en fait, chaque compétence, ici expertise clinique, mais aussi toutes les compétences qui suivront, sont élaborées dans le référentiel en 5, on va dire sous-compétences, en 5 composantes essentielles. On ne va pas rentrer dans le détail ici de ces composantes essentielles, mais on peut voir quand même certains points qui peuvent ressortir, comme dans l'expertise clinique, ce qui est important, c'est vraiment cette approche holistique sur le patient et la communauté. L'intégration des déterminants de la santé à ses prises en charge, la capacité de s'adapter aux situations spécifiques, la prévention, la lutte contre la surmédicalisation, la promotion de la santé et la prise en compte de la balance bénéfice-risque et du rapport coût-utilité dans chacune de ces interventions. Si on passe maintenant à la compétence suivante, éthique professionnelle et relationnelle, qui est définie comme respecter les principes éthiques ainsi que les règles déontologiques et légales qui définissent le cadre de sa profession. Je ne vais pas rentrer dans les aspects de règles déontologiques et légales qui varient plutôt en fonction des contextes, en fonction des pays, mais cette compétence, elle s'intéresse davantage aux principes éthiques, notamment à l'éthique médicale. Euh, mais elle est aussi reliée à d'autres composantes comme la continuité des soins, les capacités de communication, de gestion des conflits ou d'utilisation des technologies. Je passe maintenant à la compétence érudition. Érudition pour l'excellence et le partage des savoirs. Partage des savoirs avec qui? Avec les patients, la communauté, mais également la profession. Cette compétence prend aussi en compte l'utilisation de sources scientifiques valides, la formation de soi-même, donc la formation continue, mais aussi la formation des autres. Donc, comme je le disais, les patients, la communauté et les collègues, les autres professionnels, la relève, donc les étudiants en médecine. La compétence de leadership, collaboratif et engagé pour la santé de tous, avec une majuscule, où ici, c'est vraiment l'accent mis sur la collaboration, capacité aussi à être un meneur d'hommes, un modèle de rôle, que ce soit pour la profession, mais aussi pour la société, et les capacités de plaidoirie, plaidoyer pour la santé, plaidoyer pour la santé des patients, mais aussi la santé des communautés, et à un niveau plus global auprès des détenteurs d'enjeux, c'est-à-dire gestionnaires de la santé et les politiques. Voilà, donc pour la santé de tous. La compétence de gestion, éthique efficiente et durable de sa pratique, où là on rentre plus dans une gestion des ressources, ressources matérielles, financières, énergétiques, humaines, mais également la gestion de son temps. La pratique, mais qui se voudrait plutôt
une pratique équitable, une pratique inclusive et dans un cadre sain, un cadre sain pour les patients, mais également pour ses collègues. Et enfin, la mise en place d'actions de prévention et de promotion de la santé. Et je terminerai ici par la compétence de réflexivité professionnelle et personnelle continue, qui met plutôt l'accent sur les capacités d'adaptation pour répondre aux besoins qui émergent dans sa pratique. La capacité de gestion de ses doutes aussi, et enfin la connaissance de ses limites. Et comme je le disais en introduction, il y a un épuisement par exemple des soignants, et un médecin qui ne connaîtrait pas forcément ses limites pourrait risquer, imaginons, de, de- de glisser vers un burn-out. Et malheureusement, un médecin en burn-out, c'est un médecin qui ne peut plus soigner la population. Voilà. Donc vous voyez ici ces 6 compétences, les 6 compétences du médecin socialement responsable. Donc, pour rappel, l'expertise clinique, l'éthique, l'érudition, le leadership, la gestion et la réflexivité. Pour aller plus loin, qu'est-ce que ça donne en pratique? Alors ça, c'est le sujet de mon travail de fin d'études. Comme je disais, je suis un médecin généraliste en fin de formation, qui explore donc ce travail, les manières dont se traduisent en fait ces compétences dans la pratique ici de médecin généraliste. Donc c'est pour voir un petit peu quelles sont les manifestations de ces compétences. On peut par exemple se poser la question de comment est-ce qu'un médecin gère son temps, justement, la compétence de gestion. Quelles sont les activités de prévention ou de promotion de la santé qu'il peut mettre en place, ou encore comment prescrire de manière responsable. Voilà. Ce travail est encore en cours enfin, il est en cours d'avancement, on va dire, et il sera publié dans le courant de l'année prochaine, donc si les résultats vous intéressent, restez accrochés. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci infiniment, Naji. Donc, n'hésitez pas, comme le dit Naji, qui a même respecté, même il est en avance, il avait encore quelques minutes. La jeune génération est parfois beaucoup disciplinée que la mienne par rapport au temps imparti. Donc, merci à toi. Euh, et donc, deux petites informations. Donc, n'hésitez surtout pas, je le répète, à poser vos questions dans l'onglet Q et R au bas de votre écran Zoom. Et c'est notre secrétaire général, Ahmed Maherzi, qui va gérer ces questions tout à l'heure. Donc, vous ne pourrez pas poser des questions en direct, je le répète, pour ceux qui seraient arrivés plus tard, mais vous pouvez poser des questions dans ce petit onglet questions et réponses. Première information. Ne vous étonnez pas non plus de voir aussi sur votre panel, au niveau des intervenants, Cynthia Garcia dos Santos. Et c'est, je pense pouvoir dire que c'est en tout cas une collègue jeune et peut-être une compagne de Naji. Je n'entrerai pas dans des détails d'ordre privé, mais elle s'est connectée et ce qui est intéressant, c'est de savoir que, par exemple, Cynthia représente aussi ou est à l'association de médecins généralistes en formation du Collège de médecine générale belge, mais elle n'interviendra pas dans les orateurs aujourd'hui. Alors, Voilà. c'est l'erreur de ma Donc, part, j'ai donné le mauvais lien. pardon? J'ai donné le mauvais lien, c'est une erreur de ma part, désolé. Mais ce n'est pas grave du tout et surtout qu'elle ne se déconnecte pas, qu'elle reste avec nous. Mais comme ça, les choses sont claires pour nos participants à distance. Et donc, je vais tout de suite céder la parole, merci encore Naji. Je vais tout de suite céder la parole alors à Paul Frappé. Paul Frappé, qui est au milieu de cette pyramide des âges, hein, comme je le disais tout à l'heure, le deuxième plus jeune aujourd'hui qui intervient, qui est généraliste, mais qui est bien plus que ça. D'ailleurs, sur le site même du Collège de médecine générale, je n'invente rien, il fait partie de cette nouvelle génération de médecins généralistes issus de la filière universitaire de médecine générale. Il est enseignant-chercheur, bien sûr, mais aussi praticien de terrain investi dans une maison de santé, si je ne me trompe pas, à Saint-Étienne. Une maison de santé, pour les collègues belges, c'est un peu l'équivalent de nos maisons médicales chez nous. Et donc, bon, la médecine générale en France le connaît évidemment très, très, très bien. Et si un jour vous avez l'occasion de participer au congrès de médecine générale en France, n'hésitez pas parce que le discours introductif de Paul Frappé est toujours très frappant et c'est un euphémisme. Voilà. Donc, Paul, mon cher ami Paul, tu as la parole et tu as 10 minutes.
Merci beaucoup, merci Paul pour cette introduction, merci beaucoup pour votre invitation pour échanger sur ce sujet vraiment extrêmement intéressant, voilà, du médecin altruiste au-delà de l'individu qu'il a face à lui, face à elle, et essayer un petit peu d'avancer dans la définition notamment de ses compétences. Je pense que la première réaction, je me suis dit, c'est quand même plus facile de définir un médecin socialement responsable qu'un médecin socialement irresponsable, parce que sans doute que les profils du côté de la non-responsabilité sont beaucoup plus variés, beaucoup plus compliqués à définir. C'est très intéressant aussi voilà, d'aller au-delà enfin, par ce travail, je trouve, de montrer que un médecin socialement responsable, c'est pas qu'une histoire d'organisation ou une histoire de valeur qui pourrait être incantatoire, mais vraiment ça nécessite de développer des compétences qu'on pourrait interroger ensuite dans l'enseignement, Ah, j'imagine qu'il faut que je partage mon Oui, PowerPoint, voilà, c'est ça, j'allais te Paul? dire que je pense que tu as oublié de connecter Alors, pas une d'inquiétude. présentation si tu veux Tac, bien. pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le partager? Voilà. Ah, Non, pas que me encore. fait-il? Le voici. Cette fois-ci, ça fonctionne. Oui, ça vient. C'est parfait. En plein écran, Parfait. ce sera encore mieux. En plein écran, si tu veux bien. Merci, Paul. Là, vous avez le plein écran? C'est bon? Parfait. Impeccable. Bon, de toute façon, il y a juste deux petites diapositives pour illustrer un petit peu mon intervention. Voilà, donc je disais que c'était extrêmement intéressant d'aller au-delà de simplement la valeur qu'on pourrait mettre derrière le fait d'être un médecin socialement responsable ou la dimension organisationnelle et d'essayer de voir les compétences que ça mobilise. Il y a beaucoup d'enjeux pour tout enseignant, comme ça l'a dit Nagy, de, 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 de pouvoir interroger ces enseignements par rapport à cette dimension-là et par rapport à ces différentes compétences. Je pense que c'est un thème, un sujet, un enjeu de l'enseignement qui probablement ne doit pas être juste l'objet d'un enseignement de 2 heures de cours, de 4 heures de cours, mais plus se décliner, se distiller sur l'ensemble des enseignements et peut-être lorsqu'on a une vision de l'ensemble des programmes d'enseignement, d'essayer d'interroger grâce à ce référentiel de compétences, en quoi est-ce que chaque enseignement vient éclairer ces différentes compétences du médecin socialement responsable dans les différents items du programme qui peut être proposé aux futurs soignants. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis sur cette diapositive notre référentiel? Parce que c'est vraiment ce qui m'a fait tout de suite réagir quand Paul m'a transmis le sujet. On a mis à jour notre référentiel professionnel de médecine générale en France en mars 2025. C'est tout frais. C'est disponible en ligne, alors soit avec les QR codes, soit simplement en allant sur le site du Collège de médecine générale français, donc cmg.fr. Vous le trouverez facilement et ça a été en fait une mise à jour qui était nécessaire de notre référentiel professionnel, entre autres pour mettre en avant, pour essayer d'y intégrer toute la dimension de responsabilité territoriale et de responsabilité sociale du médecin généraliste. Pour exemple, c'est ma deuxième diapo. Je vous ai mis 2 extraits, 2 pages différentes de ce référentiel. La première qui, sur la gauche, reprend 5 piliers qui viennent caractériser une offre de médecine générale, parce que les médecins généralistes font beaucoup de choses et parfois qui ne sont pas du tout de la médecine générale et où mettre un petit peu définir le cadre. Donc, on a proposé 5 piliers qui permettent de définir une offre de médecine générale et il est intéressant de voir que le quatrième et le cinquième pilier, assurer collectivement et de manière coordonnée le suivi au long cours et la continuité des soins, et puis adapter son exercice aux besoins de son territoire et de sa population, viennent éclairer certaines dimensions de la responsabilité sociale. Et donc, ça vient, je pense, pour notre point de vue de médecine générale, de collège de médecine générale en France, voilà, vraiment répondre à la question sur
pour nous, c'est vraiment une réalité, ou ça doit être une réalité dans notre métier, cette responsabilité sociale. Et le pilier 4 rappelle, je pense que c'est peut-être une responsabilité individuelle, mais qui s'exerce de façon collective. Voilà, il y a pas juste le médecin qui est socialement responsable dans son coin. Pour être vraiment responsable, ça doit s'exercer de manière collective et coordonnée. Au passage, peut-être une petite remarque sur le 5, on a l'adaptation aux besoins du territoire et pas de la population. Est-ce que il y a c'est une question que je me suis posée, est-ce qu'il y a une différence à faire entre les besoins d'un territoire et les besoins d'une population, et une différence à définir par rapport euh, à ce prisme de la responsabilité sociale? Je n'ai pas la réponse, mais je vous lance la question. Je suis le premier à lancer les questions. Le deuxième aspect, remarque par rapport en reprenant ce référentiel professionnel, après ces piliers 4 et 5, c'est que voilà, je pense que cette adaptation au territoire fait que les territoires sont variés, les populations sont variées, et du coup, ça vient éclairer en regard que la médecine générale est variée. Et c'est, je pense, quelque chose qui est très important à mettre en avant et à répéter, parce qu'on a sans doute une tendance spontanée à organiser nos métiers de manière de plus en plus standardisée. Et en fait, je crois que cet enjeu de responsabilité sociale vient au contraire montrer la nécessité d'une certaine biodiversité dans nos métiers, de différence de visages, parce qu'il y a une diversité de territoires, une diversité des populations. Et puis le troisième point que je m'étais noté, la troisième idée que cela m'évoque, c'est par rapport au pilier 2 qui pourrait se dire concerne peut-être pas particulièrement la responsabilité sociale, et sur le fait que c'est extrêmement important pour nous de dire que le médecin généraliste est ouvert à tout motif, il ne sélectionne pas les motifs de consultation. Et je pense que il y a sans doute une dimension de responsabilité sociale derrière ce pilier 2, le fait de rester ouvert à l'inconnu. Voilà, et peut-être que la responsabilité sociale analyse les besoins du territoire, mais il y a peut-être des besoins aussi qui ne sont pas connus et auxquels elle doit s'adapter. Il y a pas forcément, elle n'est peut-être pas forcément que ancrée sur des données définies de la population que l'on connaît, sur les niveaux de précarité, les pathologies les plus prévalentes. Et il y a peut-être une dimension à garder dans notre responsabilité sociale qui est d'adaptation à l'inconnu et de rester ouvert à tous ces besoins qui peuvent émerger même sur le pas de la porte ou de nos cabinets. Voilà, alors tout ça, ça nous projette. Alors à droite, par contre, c'est une autre page de ce référentiel qui là vient détailler vraiment, enfin vient vraiment exposer, pardon, pas forcément de manière extrêmement fouillée, mais quand même exposer et dire, affirmer que la médecine générale, voilà, s'engage dans la responsabilité sociale et sur différents points de vue. Hop, ça me masque, je vais quand même peut-être vous les lire pour pas vous les laisser lire tout seul sur le fait de s'engager pour une réponse dans un délai raisonnable adapté à la demande de soins, d'assumer collectivement des missions de continuité et de permanence des soins, la dimension collective là aussi, et puis d'être ouvert à toute la population, quelle qu'elle soit, de ne pas trier les profils de population. Voilà, alors tout ça, ça nous projette, je pense, au-delà des constats et des définitions, sur quels sont les outils maintenant qui peuvent peut-être venir permettre d'acquérir ces compétences. Les organisations, on a en France les communautés professionnelles territoriales de santé, c'est des associations qui regroupent tous les soignants d'un territoire autour à l'échelle de quelques villes. Et c'est sans doute un formidable outil qui émerge progressivement en France pour essayer de diffuser et de permettre l'exercice de cette responsabilité sociale. On a les nouveaux métiers qui arrivent, qui sont sans doute là aussi, qui vont nous permettre
permettent de mieux appréhender la diversité des besoins de la population, les assistants, les infirmiers de pratique avancée. Ce n'est pas un problématique ou un enjeu franco-français. Et je crois qu'on a beaucoup sans doute à partager autour de ces outils et des expériences internationales ces différents outils qui émergent pour permettre d'acquérir, d'avancer dans les compétences en responsabilité sociale. Voilà, alors pour conclure, j'ai sans doute dépassé mon temps, je m'en excuse. Voilà, je trouvais que cette roue qui est présentée avec les compétences du médecin responsable en responsabilité sociale en santé, je trouve elle est très parlante. Et puis, ce que je trouvais très heureux, c'est qu'on sent elle s'intègre complètement avec les autres éléments qu'on peut avoir dans nos référentiels, nos valeurs, les compétences plus générales de nos métiers. Et je pense que c'est quelque chose qui va s'intégrer naturellement dans l'ensemble de nos référentiels. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je reste ouvert du coup pour la séance de questions-réponses. Merci infiniment, mon cher ami Paul, et je crois que j'ai même oublié de dire que tu étais président du Collège de médecine générale en France. Mais enfin voilà, comme ça, c'est réparé. Merci d'avoir respecté ton temps. Tu as bénéficié d'un cadeau de 2 minutes de Nagy. C'est très bien. Transfert de génération. Voilà, je vais te demander de couper ton partage d'écran s'il était allumé. Et je vais demander maintenant à professeur Georges Casimir de brancher sa caméra, merci, et son micro. Et donc, brièvement, je vous présente Monsieur Casimir, qui est pédiatre de formation, pneumoallergologue également. Euh, il est, bon, surtout, il a été professeur à l'Université libre de Bruxelles, où il a d'ailleurs fait sa formation de médecin. Je pense qu'il a été diplômé en 80, si je suis bien informé. Voilà, c'est de ma génération tout ça. Et donc, il est secrétaire perpétuel maintenant depuis 2022, je crois, de l'Académie royale de médecine de Belgique, rien que ça. Et il a été président de l'Académie, je pense, en 2021. Que dire encore? Bah, beaucoup de choses, mais simplement pour dire que il est aussi le lauréat d'un certain nombre de prix, le prix des sciences médicales du gouvernement belge, sur proposition justement des deux académies en Belgique en 2006-2011. Et puis il a plus de 100 publications à l'international. Donc voilà, comme ça, j'ai pas tout dit, hein, loin de là, mais j'espère avoir quand même déjà dit certaines choses intéressantes. Voilà, cher professeur Casimir, vous avez 10 minutes comme tout le monde, même si je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. C'est à vous. Merci Oui, beaucoup. j'ai oublié de dire, c'est un élément important pour nos participants aujourd'hui, c'est que vous êtes également président de la commission de planification des médecins, des soignants au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Excusez-nous les noms belges, c'est un peu compliqué chez nous, comme vous le savez, au pays de Magritte. Mais donc, Georges Casimir est aussi président de cette commission très importante qui, dans les années à venir, va planifier les médecins qu'on doit former en Belgique au niveau des spécialités respectives en médecine. Voilà, Georges, je t'en prie. Merci beaucoup, Paul. Je vais essayer d'être assez bref, mais je voudrais développer ma réflexion sur 5 points. Et vous remercier d'abord de m'avoir invité à cette réunion très intéressante et à la présentation de Najim Mokadem qui m'a beaucoup intéressé. Le premier point, je dirais, c'est peut-être ce qui était le titre de cette présentation, c'est l'obligation d'orienter nos activités vers les principaux problèmes de santé de la société qu'elles ont comme mandat de desservir ou de servir. Et je reviendrai peut-être sur ça, sur un thème diachronique, c'est qu'au travers des âges, cette responsabilité sociale du médecin, elle commence très tôt, hein. Si on prend le serment d'Hippocrate, soigne l'autre comme tu voudrais l'être toi-même, c'est-à-dire soigne l'autre aussi comme tu voudrais que tes parents soient soignés, comme tu voudrais que tes enfants soient soignés. Cet élément absolument crucial fait qu'il y a en soi déjà, dans ce respect et dans cette
cette empathie pour l'autre, une notion de responsabilité sociale. Et je citerai aussi un autre grec comme pédiatre pour une phrase qui m'a toujours beaucoup intéressé et ému d'ailleurs, c'est l'homme n'a jamais été aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour s'occuper d'un enfant. C'est Pythagore qui a dit ça en moins 450 avant Jésus-Christ. Et bien sûr, les enfants, c'est la génération qui nous suit et et vis-à-vis desquels nous devons travailler. Donc, il y a cette responsabilité sociale qui est vraiment absolument fondamentale, dans laquelle il y a cette notion, moi, quand j'étais aux études, on me parlait que dans la médecine, il y a une notion de ministère public, c'est-à-dire un mandat, justement, de servir. Et je pense que ce mandat, il est quand même bien présent chez énormément de gens qui font la médecine. Le deuxième point, qui est peut-être une explication de la souffrance de beaucoup de soignants aujourd'hui, que ce soit les infirmières, beaucoup de médecins, c'est que, en fait, nous travaillons dans un secteur où il y a l'enseignement, la médecine, l'aide aux plus démunis, aux handicapés, le sport, c'est-à-dire toute une série d'activités qui touchent aux valeurs essentielles de l'humain et qui ont des référentiels qui sont très différentes des aspects économiques. Et les aspects économiques sont de plus en plus prégnants parce que tout coûte très cher. Et dans les aspects économiques, il y a la productivité et le profit. Et je crois que c'est Tobin, prix Nobel, qui a dit d'économie qu'il fallait que 20% du profit, du bénéfice du travail repasse précisément dans l'enseignement, la médecine, etc., sans quoi la société va dans le mur, et donc au profit finalement de ces valeurs humaines. Et je pense que c'est un combat pour nous tous aujourd'hui, dans ces particularités sociales, que ce combat soit particulièrement important. Alors, le troisième point, c'est que, évidemment, tout n'est pas la même chose partout. On a parlé tout à l'heure de la zone géographique ou du pays. L'état de santé d'une population n'est pas le même partout et l'état de santé au sein d'une population peut être très variable aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus démunis, d'autres plus riches. Mais ce qui est important, c'est que le patient soit un partenaire et que ce soit une équipe qui le soigne. De plus en plus, la responsabilité sociale, je pense, passe par une équipe, une empathie et un respect mutuel échangé pour continuer à soigner l'autre comme on voudrait effectivement l'être soi-même. Et cela, ça passe fondamentalement par l'enseignement, l'éducation des professionnels de santé. Et il y a en fait un élément fondamental, c'est que les professeurs et les maîtres de stage sont en fait ceux qui vont donner la passion de ce métier qu'ils ont choisi à tous les niveaux, que ce soit les infirmières, les médecins, les kinés, etc. Et il faut dire que dans sa vie, on s'identifie souvent à une ou deux personnes auxquelles on a incroyablement envie de ressembler. On se dit, ah, c'est fantastique cette personne, j'ai envie de faire comme lui ou elle, de lui ressembler. C'est une identification. Et je trouve qu'il y a une belle phrase de Jules Michelet qui a écrit toute l'histoire de France et qui dit l'enseignement, c'est une amitié. Parce qu'au début, il y a le professeur et l'élève, il y a un respect mutuel, une certaine de crainte du côté de l'élève, le professeur, une certaine autorité. Et puis, comme la passion se passe progressivement, le professeur devient un ami de l'étudiant ou du futur professionnel. Il lui passe un flambeau de passion et finalement ils deviennent des amis au travers de cela et ils deviennent capables de transférer cette même passion à la génération suivante. Et je trouve que ça, c'est un élément considérable et absolument essentiel, je dirais, dans ce passage de cette responsabilité sociale, c'est l'exemple. Et donc la responsabilité des plus anciens est cruciale et la responsabilité de défendre ce profit social pour nous tous est vraiment absolument cruciale, je trouve. Alors, il y a un dernier point peut-être, c'est que les réseaux sociaux, l'information dont nous bénéficions tous les jours, nous montrent énormément de choses extrêmement négatives. Parce que, au fond, les gens qui font des choses qui ne sont pas très sympathiques, eh bien, d'abord, ils en font souvent la publicité. On leur fait une publicité de cela parce que ça fait vendre finalement aussi les réseaux sociaux et les journaux. Et malheureusement, ces structures ne sont pas totalement indépendantes du profit économique. Mais la
masse des gens qui, au fond, sont des gens sympathiques, sont des gens qui ont les mêmes valeurs que celles que l'on veut faire passer dans ce webinaire. Ils sont extrêmement nombreux, mais en principe, souvent, ils se taisent. On ne les entend pas ou on les entend peut-être trop peu. Et je voulais, à ce titre-là, pour terminer cette introduction, je dirais, à ma réflexion, vous faire part d'un petit texte de Marguerite Yourcenar, magnifique écrivain, qui a mis 37 ans pour écrire les mémoires d'Adrien et qui faisait dire à l'empereur Adrien au seuil de la mort, avec un réalisme, je trouve, très optimiste, même si c'est du fatalisme, mais qui montre combien il faut avoir confiance dans l'homme. La paix s'installera de nouveau entre deux périodes de guerre. Les mots de liberté, d'humanité, de justice retrouveront ça et là le sens que nous avons tenté de leur donner. Quelques hommes penseront, travailleront et sentiront comme nous. J'ose compter sur ces continuateurs placés à intervalles irréguliers le long des siècles, sur cette intermittente immortalité. Et ça, je trouve que c'est très important. Si on croit à la génération suivante, on croit dans l'humanité et ça fait faire des choses formidables. Et je terminerai en espérant ne pas avoir dépassé mon temps sur 2 minutes encore, en parlant de l'orchestre symphonique des favelas du Venezuela, où un jeune homme qui, en fait, avait fait ses études d'économie et un master en économie à l'Université de Michigan est revenu à Caracas et a trouvé les gens des favelas une épouvantable situation. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants? Il a offert à un premier enfant, un petit garçon de 7 ans, un violon, et puis il a offert 7 autres instruments à d'autres enfants. On a commencé à entendre de la musique dans la favelas. Et pour faire court, comme la municipalité de Caracas a trouvé ça formidable, ils ont donné de l'argent pour que cet homme puisse continuer. Il y a 5 ans, cet homme avait 75 ans et on a fait une grande fête parce qu'il a permis à 273 000 enfants des favelas de faire de la musique classique. Et le grand orchestre des favelas du Venezuela a ouvert l'année avec la cinquième de Mahler, avec le grand chef d'orchestre britannique qui a dit c'est probablement Simon Rattle, un des plus grands orchestres et un des meilleurs orchestres symphoniques du monde. Et pour cet anniversaire, il y avait un invité de marque, c'était le petit garçon qui avait reçu le premier violon avec ses mains toutes noires et ses pieds tout noirs. Et c'est en fait Gustavo Dudamel qui est devenu le chef de la Philharmonique de Philadelphie. Donc moi, mon souci ici, c'est de vous donner effectivement un espoir et de croire que le titre qui a été donné par Naji Mokadem est un bon titre et qu'il y a en fait une diachronicité dans ce processus qui part d'Hippocrate et qui arrive aux hommes responsables de notre siècle. Voilà, j'espère ne pas avoir dépassé mon temps. Non, non, tu n'as pas dépassé ton temps du tout. Tu es pile dans le timing prévu. Merci infiniment, cher Georges. Puissent les paroles que tu as rapportées de l'empereur Adrien arriver aux oreilles de certains dirigeants de certains pays d'aujourd'hui. Peut-être on peut te demander de leur envoyer ces paroles de l'empereur Adrien pour inspirer un petit peu la suite de leur gouvernance. Mais voilà, ça c'est une discrétion et c'est hors sujet. Mais je voudrais maintenant, si tu peux couper ta webcam, et je voudrais maintenant demander à notre confrère Mauril Gaudreau, merci Mauril, et de brancher ton micro également, si tu veux bien. Voilà, je te présente brièvement, je te connais moins. Sauf par personne interposée, mais donc j'ai été évidemment me renseigner. Donc, si je me suis bien renseigné, tu es président du Collège des médecins du Québec. C'est ton deuxième mandat en réalité, parce que tu avais déjà été pendant 4 ans, donc tu refais un mandat de 4 ans. Et puis, c'est pas moi qui l'invente, hein, je l'ai lu, sous ta gouvernance, le Collège de médecine du Québec a effectué un virage stratégique et notamment l'organisation a fait entendre sa voix sur lieux, divers enjeux liés à la qualité des soins, à la gestion du réseau de santé et je pense que sous ton impulsion aussi, le Collège des médecins du Québec accorde beaucoup d'importance à la responsabilité sociale des médecins. Donc, tu es la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Merci. Bon, tu as été diplômé à Laval en 1972-72. Tu as été médecin de famille durant 40 ans. Tu as été doyen associé. Enfin, bref,
Tu as été président, ou tu es président de l'ordre, je ne sais plus. Tu pourras peut-être le préciser. Et alors, la dernière chose qui m'a fait bien plaisir, c'est que tu as reçu le Grand Prix du Collège des médecins du Québec, ainsi que le titre, ça je ne pouvais pas le rater évidemment avec le fait que je suis président honoraire du groupement belge des omnipraticiens. Donc, tu as reçu le titre de médecin omnipraticien 2005 de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Voilà, Québec, Belgique, même combat au niveau des omnipraticiens. Je crois qu'il y en a une proximité de pensée et de réflexion. Voilà, tu as 10 minutes également, Mathilde. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me corriger ou à me préciser. Les questions-réponses, n'oubliez pas, continuez. Il y en a déjà une série très intéressante. Ça va certainement alimenter la demi-heure qui suivra les présentations, mais n'hésitez pas à encore poser des questions-réponses, des questions dans le petit onglet QR. Merci, Maureen, c'est à toi. Merci, merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de l'invitation, car tout le Pardon, monde... pardon, 2 secondes, Maureen, excuse-moi de t'interrompre. Tu as une présentation, je pense, ou tu as des diapositives. J'ai seulement 2 diapos et c'est Ahmed qui va les projeter. Veux-tu qu'on les présente tout de suite ou tu préfères? Non, non, Pas non, encore. pas tout de OK, tu suite. donneras le OK, signe. c'est beau. Donc, je suis content. Merci de l'invitation. Tout le monde au Collège des médecins du Québec vous le dira. La responsabilité sociale, j'en ai fait ma priorité. Je crois même que les racines de la profession médicale doivent y être profondément ancrées. La population a une espérance de vie de plus en plus longue. Elle est donc appelée à consulter à plus long terme et plus souvent qu'avant en raison d'une plus grande variété de pathologies et de problèmes de santé. Mais les ressources humaines sont restreintes et les budgets sont loin d'être élastiques. Le Québec, bien sûr, ne fait pas exception à la règle. À cette longévité accrue s'ajoute une répartition de la population sur un vaste territoire, ce qui donne lieu à une grande variété de réalités d'une région à l'autre. Le Québec est aussi riche en culture et identité. Notre contexte démocratique fait la promotion de la diversité et de la justice sociale. Compte tenu de tout cela, si on passe à côté des déterminants sociaux de la santé, on manque le bateau et on omet l'essentiel, c'est-à-dire l'humain dans son environnement, ce qui peut avoir un impact majeur sur sa santé et son bien-être. Et c'est un élément qui vaut pour les patients et les soignants, car les médecins ont la responsabilité de se soutenir et de se maintenir en bonne santé physique et mentale pour exercer avec acuité et excellence. Il y a 7 ans, quand j'ai été élu président du Conseil du Collège des médecins du Québec, on parlait peu de responsabilité sociale. J'en ai fait mon leitmotiv. C'est vraiment une notion fondamentale pour moi, car tout le monde a droit à un accès équitable à des soins de santé, de qualité, peu importe sa région, sa culture et son identité. La tournée des pôles en santé que j'ai menée aux 4 coins du Québec pendant 2 ans m'a bien illustré que tous les patients ne sont pas égaux au sein du réseau de la santé. Au Nunavik, par exemple, région nordique du Québec, où vivent principalement les membres issus des nations autochtones et inuits, l'espérance de vie est de 12 ans sous la moyenne québécoise. Le contraste entre les grandes régions urbaines et d'autres zones plus périphériques n'est pas aussi frappant, mais de nombreuses inégalités de santé existent. C'est déplorable à mon avis, mais c'est un fait avéré qu'il faut pallier, une prise de position, une réflexion, une action à la fois. Le Collège des médecins du Québec a vu le jour il y a plus de 175 ans. À titre d'ordre professionnel, il encadre la pratique de quelques 26 000 médecins et 4 000 résidents en formation, toutes spécialités confondues. Sa mission, protéger le public en veillant à une médecine de qualité. Pour mener à bien cette mission, le Collège assure des activités de surveillance de la pratique médicale, traite les plaintes du public, accompagne les médecins dans le maintien de leurs compétences, veille à la qualité des programmes de formation médicale et délivre des permis d'exercice. Au-delà de ses obligations régies par la loi québécoise, le Collège se prononce sur les enjeux de société ayant des impacts sur la santé. Dans tout cela, la responsabilité sociale joue, bien entendu, un rôle clé. D'ailleurs, pour donner une véritable assise à la responsabilité sociale dans notre organisation, nous nous sommes dotés de 2 énoncés importants. Ahmed, tu peux projeter la première diapo, s'il te plaît. Un de reconnaissance territoriale et un autre de position que vous pouvez lire. Depuis leur adoption, toutes les initiatives du Collège sont portées par le principe de ces 2 énoncés. Un énoncé de reconnaissance territoriale et un énoncé un énoncé de position
sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans les soins de santé. Comment alors la responsabilité sociale s'incarne-t-elle au Collège des médecins du Québec de façon concrète? En voici des exemples. La responsabilité sociale teinte nos prises de position. Nous avons par exemple énoncé les principes directeurs pour baliser les soins de santé financés par le privé et ainsi mieux protéger les patients qui ont droit à un accès universel et gratuit à une médecine de qualité. Nous avons exercé notre pouvoir d'influence en déposant des mémoires en commission parlementaire pour faire valoir l'importance, par exemple, de l'aide médicale à mourir ou encore de l'élargissement de la complémentarité des pratiques professionnelles ou des dons d'organes et de tissus. Nous avons décrié les émanations toxiques produites par des industries polluantes et nous avons enjoint le gouvernement à agir en reconnaissant que santé et environnement sont intimement liés. Nous plaidons en continu pour que des budgets conséquents permettent de rénover des établissements de santé vétustes, devenus des menaces à la dispensation de soins de qualité et à la sécurité des patients, des soignants et de l'environnement. Nous avons même demandé récemment la tenue d'états généraux pour mieux prendre en compte les besoins prioritaires de santé de la population en fonction de leur accroissement, des limites actuelles du système de santé et de l'ensemble des intervenants appelés à y répondre. Nous valorisons aussi, bien sûr, il va sans dire, la collaboration entre les ordres professionnels et la collaboration entre les divers professionnels de la santé. Les problématiques de santé des populations à desservir nourrissent même nos réflexions et nos actions de responsabilité sociale. Des exemples. Quand nous avons appris que des femmes autochtones avaient subi des stérilisations à leur insu, nous avons mis sur pied un groupe de réflexion et mis en branle des actions pour que cela ne se reproduise plus. Quand nous avons été informés que des femmes souffrant de cancer du sein n'avaient plus la possibilité d'être accompagnées par leurs proches en chimiothérapie, nous avons utilisé nos tribunes et réseaux sociaux pour nous indigner et sommer le gouvernement d'agir. Quand nous avons été invités à endosser en 2024 la Déclaration de Montréal sur la pertinence des soins pour améliorer la qualité, l'accessibilité et l'utilisation optimale des ressources, nous n'avons pas hésité un instant. Nous croyons aussi que la responsabilité sociale élargit les compétences médicales. Voici 3 exemples de nos propres actions. Les médecins doivent répondre adéquatement aux besoins et particularités des populations marginalisées, souvent vulnérables et mal desservies. Nous avons donc créé, en collaboration avec des communautés discriminées et marginalisées, une formation de base en sécurisation culturelle des soins de santé, afin de déconstruire les biais et préjugés pour que plus aucun type de patient ne craigne de consulter un médecin. Les médecins doivent tenir compte de leurs responsabilités sociales. Voilà pourquoi tous les nouveaux détenteurs de permis d'exercice doivent suivre une formation obligatoire sur la responsabilité sociale afin de pouvoir pratiquer au Québec. Les médecins doivent prendre en compte dans leur pratique professionnelle les principes d'équité, de diversité, d'inclusion et de justice sociale. Voilà pourquoi le Collège est co-auteur de 2 articles scientifiques soutenant la refonte actuelle des compétences CANMED, compétences qui intégreront maintenant les principes de responsabilité sociale, d'équité, diversité, inclusion et de justice sociale. Nous sensibilisons aussi les médecins à la responsabilité sociale qui leur incombe à l'égard d'un territoire donné et d'une population donnée. La responsabilité sociale nous rapproche aussi du public. Nous intégrons des patients partenaires et des proches aidants à nos comités internes pour mettre en valeur leur savoir expérientiel et en faire de véritables partenaires de soins. Nous avons aussi lancé une première infolette du système professionnel québécois qui s'adresse au public. Publiée 1 fois par mois, elle informe la population des grands enjeux actuels en santé. Bref, ce ne sont que quelques exemples qui démontrent comment la responsabilité sociale se matérialise au sein de notre ordre professionnel et comment, selon nous, elle doit se concrétiser davantage chez les membres de notre profession. Pour répondre à la question thème, par ailleurs, du webinaire, non, la responsabilité sociale n'est pas utopique. C'est là et ça durera. À preuve, dans notre précédent plan stratégique 2020-2023 au Collège, la responsabilité sociale tenait en un tout petit encadré. 2e diapo, Ahmed. Dans celui de 24-27, il constitue le pilier central d'un de nos 3 chantiers. Un public qui se sait protégé, des médecins qui ont confiance, une organisation qui innove
Et vous voyez, mais des médecins qui ont confiance, vraiment, vraiment accroître l'adhésion des médecins à la mission du collège et à la responsabilité sociale de la profession. Nous croyons que la responsabilité sociale permettra d'accroître la confiance des médecins par ricochet celle du public. Nous avons commencé à tracer la route de la responsabilité sociale des médecins en formation et ceux en pratique professionnelle. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment en matière d'éco-responsabilité encore mal intégrée à la pratique médicale. Nous devons y contribuer. Le CMQ, le Collège des médecins du Québec, s'y engage. Le Collège contextualise ses actions en ce sens selon la réalité et les besoins du terrain et invite ses membres à en faire localement. Voilà donc comment le Collège agit et voit les choses. La responsabilité sociale donne un sens à la mission médicale et de la cohérence aux actes posés par tous les professionnels de la santé. Elle donne aussi un sens à notre mission, protéger le public en veillant à une médecine de qualité. Au fil des ans, de ses prises de position et de ses actions, le Collège des médecins du Québec est devenu un acteur social très important au Québec. Notre voix porte, nos doléances sont entendues. Il faut continuer de prendre la parole. Le savoir-être, le savoir-agir des médecins doivent imprégner toutes les couches de notre profession. Pour bien protéger le public, il faut se préoccuper davantage de l'environnement général de santé. L'éthique de responsabilité sociale n'est plus qu'une responsabilité individuelle entre médecins et patients. C'est aussi une responsabilité collective entre les médecins, les autres professionnels de la santé et les communautés à desservir. C'est pourquoi, d'ailleurs, je termine là-dessus. La semaine prochaine, nous irons endosser certains aspects d'un projet de loi actuellement à l'étude par notre gouvernement intitulé Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux soins aux services médicaux. Nous irons cependant dire que la responsabilité sociale en santé, notamment la responsabilité collective de l'accès aux soins, doit bien sûr inclure les médecins, mais aussi tous les professionnels de la santé, ainsi que les décideurs politiques et les gestionnaires du réseau, qui prennent au quotidien des décisions ayant des impacts directs sur l'accès aux soins et les conditions de pratique des médecins. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous exposer ma vision de la responsabilité sociale en santé. J'espère que cette présentation contribuera à vos réflexions, travaux et échanges. Moi qui vous vois pour une première fois, tous ensemble, nous devons chercher à mieux comprendre ce qu'est ou ce que doit être un médecin socialement responsable ou tout autre professionnel de la santé, ou encore, bien plus, tout acteur de la santé. Tous ensemble, je crois, nous pourrons alors mieux répondre aux besoins et défis prioritaires de santé des populations de la société que nous avons le mandat de servir, en n'oubliant pas que nous-mêmes nous en faisons partie. Merci. Merci infiniment à l'omnipraticien Mauril, merci beaucoup. Euh, Ça prouve que politiquement, institutionnellement, il y a moyen d'aller très loin au niveau de la diffusion de ce concept de responsabilité sociale et de la mettre en œuvre avec tous les partenaires du fameux Pentagone de notre RIFRES. Je vais demander maintenant, et merci d'avoir respecté le timing, une fois de plus, c'est remarquable. Voilà des gens responsables webinairement parlant aussi. Et donc, je vais maintenant passer le relais à notre secrétaire général Ahmed qui va gérer. Je lui souhaite bon courage parce qu'il y a beaucoup de contributions et de questions qui sont posées dans le petit onglet questions-réponses. Nous terminerons, comme je l'ai dit, normalement à 19h30, mais je laisse Ahmed maintenant prendre le relais de la gestion de ce webinaire. Je vais demander aussi à Paul, à Charles de rallumer, en tout cas déjà merci Paul, de rallumer leur webcam et d'allumer leur micro dès lors que la parole leur sera donnée ou qu'ils l'auront demandé pour répondre aux commentaires, aux questions que Ahmed maintenant va gérer. Ahmed, tu entres en piste et tu clôtures. Merci Paul, merci pour toutes ces interventions. Donc effectivement, j'ai plusieurs questions. Donc si je vais vous demander, je vais dispatcher les questions. Je vais demander des réponses relativement courtes pour pouvoir un peu rallier toutes les questions qui ont été posées. Alors je vais commencer par une question par rapport au référentiel de compétences qui a été mis en place par le groupe de formation, donc un AGI. Donc une première question, Nagy, c'est d'un collègue qui te dit quel est le plus qui est apporté par ce référentiel de compétences par rapport au référentiel CANMED? Nagy?
Alors, Ouais. au niveau du plus que ça apporte, ben, c'est comme je disais dans ma présentation, en fait, c'était de mettre davantage l'accent sur l'aspect de responsabilité sociale. Donc, ce référentiel de compétences ici du RIFRES s'appuie notamment sur le CANMETS de 2015, je le rappelle, vu qu'il va avoir une mise à jour dans le courant de cette année, voire l'année prochaine, et ça va aussi intégrer de nouveaux éléments de responsabilité sociale. Donc, il apporte des éléments supplémentaires dans le domaine de la responsabilité sociale. Maintenant, je ne sais pas dire si le nouveau référentiel de 2025-2026, il y aura certainement des croisements qui vont être faits entre notre référentiel et celui du CANMEDS 2025. Je ne sais pas si ça répond à la question. Impeccable. Najis, c'est encore pour toi, parce que c'est vraiment dirigé pour toi. C'est un collègue qui dit, lors d'un forum citoyen portant justement sur le profil d'un professionnel socialement responsable dans l'Est du Québec, ceux-ci avaient fortement insisté sur la collaboration interprofessionnelle pour ouvrir sur l'équipe de soins, le recours facilité aux ressources, etc. Donc la question, c'est, votre référentiel de compétences ne fait pas état de ces considérations de manière explicite. Pourrait-il évoluer dans ce sens? Alors, si, il fait état justement de ses compétences. Euh, mais je ne l'ai pas présenté en fait durant ma présentation, mais comme vous l'avez peut-être vu, par exemple pour la compétence expertise clinique, il y avait 5 composantes essentielles. Donc la compétence était déclinée en 5 sous-compétences. Euh, et je ne l'ai pas fait pour toutes les compétences, pour toutes les 6. Je ne l'ai fait que pour la première pour vous expliquer un petit peu, mais je ne suis pas rentré dans le détail pour ne pas éterniser la présentation. Mais par exemple, c'est pour l'aspect un peu plus collaboratif. Si on va dans la compétence leadership collaboratif, la sous-compétence numéro 2, c'est par exemple en collaborant par une approche interprofessionnelle transdisciplinaire, en réseau et des partenariats transsectoriels. Voilà. Bon, maintenant, chaque terme doit être évidemment bien compris et défini, mais il y a cette notion de collaboration. Et sinon, pour la question de l'humilité, il y a aussi dans la compétence de réflexivité toute une partie liée à développer son humilité et des stratégies de gestion des doutes, ou encore l'ouverture d'esprit, la curiosité, afin de mieux aborder l'autre et soi-même. Donc, dans le détail, on va dire, des compétences, si on jette un regard dedans, ça aborde quand même beaucoup de points que je n'ai pas abordés dans la présentation, mais qui sont présents dans le référentiel. Merci Naji. Alors une question pour Docteur Frappé. Alors il y a eu plusieurs questions par rapport au territoire, donc je vais essayer un peu de les regrouper. Donc la question c'est, doit-on être responsable sur son seul territoire quand par exemple le territoire juste à côté n'a plus de soignants? Sommes-nous socialement responsables? Oui, alors je crois que c'est je vais mettre un sous-titrage à cette question. J'essaye de remonter dessus. Voilà, c'est parce qu'elle vient de Pierre de Haas qui est l'initiateur des maisons de santé en France et du coup des premiers outils qui ont permis aux médecins et à la fois d'exercer concrètement en pluriprofessionnalité et de s'intéresser aux besoins du territoire. Alors effectivement, jusqu'où aller dans le territoire? Est-ce qu'il faut être juste centré sur son territoire ou sur être prêt à aussi s'ouvrir sur d'autres territoires? Il y a en France en ce moment un grand débat sur la régulation à l'installation, sur permettre aux médecins de s'installer où ils le souhaitent ou pas du tout, uniquement dans les zones qui sont en manque, pas du tout dans les zones qui seraient surdotées. Donc c'est aussi un deuxième sous-titrage de cette question. Ça fait beaucoup débat. Je pense que la réponse est quand même un peu se situe sur un spectre. Il n'y a pas un côté où on est complètement individualiste ou centré sur son petit territoire et un autre où on est ouvert à tout le monde, qui serait pas une meilleure solution. Je pense que si on veut être efficace dans la prise en charge, il y a quand même une réflexion à avoir, un cadre à donner sur les besoins auxquels on souhaite répondre. Et sans doute que voilà, il y a je ne sais pas exactement comment y répondre. Peut-être, si c'est possible, je vais prendre un joker et répondre dans quelques minutes, revenir sur cette question-là. Est-ce que, est-ce que Docteur Casimir ou Docteur Godreau voulez compléter par rapport à cette question? Docteur Casimir? Oui, peut-être. Alors,
Je pense que la question va aussi faire intervenir quelque chose qui a complètement changé, c'est qu'on est passé d'une solitude du médecin à des équipes. Et le médecin reste souvent encore un leader d'équipe quand il le fait bien et qu'il est respectueux de son équipe, mais ces équipes sont extrêmement efficaces. Si on prend par exemple les conventions avec le système de sécurité sociale pour les maladies chroniques, ces équipes qui, au fond, là, sont sur un vaste territoire, mais où il y en a plusieurs de façon à desservir un territoire global, ont amélioré d'une manière très substantielle et dans tous les pays du monde, et maintenant on peut comparer d'ailleurs l'efficacité de chacune de ces équipes, l'espérance de vie, diminuer les complications des patients. Donc je crois que, en tout cas, de passer de la solitude à l'équipe, c'est évidemment la solution. Maintenant, par rapport au recrutement dans des zones en difficulté, c'est sûr qu'on a vu que d'offrir des maisons aux médecins, aux infirmières, d'offrir des facilités, ça ne suffit pas. C'est vraiment un concept, à mon sens, qui nécessite qu'on fasse intervenir tous les niveaux de pouvoir politique, c'est-à-dire les communes, les régions et le fédéral dans des grands États, de façon à réfléchir à la manière la plus optimale de créer, je dirais, des possibilités d'habitation pour les médecins infirmiers, parce que ça, c'est un point important, de leur faciliter le travail, comme on l'a dit, par des maisons où les gens travaillent ensemble, où il peut y avoir aussi un dentiste, un psychologue, etc. Donc finalement, quelque chose qui apporte un plus, pas seulement pour les patients qui vont trouver ça souvent assez remarquable, mais aussi pour les professionnels de santé. Et ça passe aussi par l'idée d'une crèche pour les enfants et aussi de travailler à la réflexion sur le travail du conjoint. Parce que quand on a évidemment une personne qui vient travailler dans une structure comme celle-là, il faut aussi qu'on réfléchisse à tous ces aspects-là. Et ça, je crois que c'est aussi un travail multidisciplinaire du politique. Et le politique est encore beaucoup trop segmenté. Merci, docteur Casimir. Alors, Maudril, une question Oui. qui va un peu dans le même sens, qui est posée. On a évidemment besoin d'une diversité de soignants pour répondre collectivement aux besoins de la population en matière de santé, mais comment s'assurer que nous ayons une vision commune et partagée de ces besoins? C'est à moi que la question est Non, adressée? en fait, c'est moi Non? qui l'adresse à toi. En fait, elle est adressée à tout le monde. OK. Mais j'ai un commentaire pour la question précédente. Au Québec, on a instauré il y a plusieurs dizaines d'années des plans régionaux d'effectifs médicaux. C'est le gouvernement qui a mis ça en place, OK, demandant à la communauté médicale de participer à cette répartition des effectifs médicaux. Donc, pour moi, la responsabilité sociale par rapport à une responsabilité d'assurer des soins à une communauté, elle est à la fois locale, territoriale et nationale. Donc, il faut avec des exemple, l'organisation que j'ai le privilège de présider, participer à des discussions pour faire en sorte qu'il y ait des médecins en nombre suffisant partout, y compris d'autres professionnels, évidemment. Et nous, moi, j'appelle ça souvent, ça passe par une atteinte, disons, relative à la liberté d'installation et de pratique, mais à laquelle il faut adhérer et s'organiser tous ensemble. Alors, une question, je vais la poser à Naji, mais chacun pourrait intervenir. Si on cherche à définir des soins socialement responsables, c'est probablement qu'ils ont tendance à s'en éloigner. Mon hypothèse principale est que la médecine actuelle est plus centrée sur elle-même que sur les patients et les populations. Qu'en pensez-vous? Alors, Réponse c'est bon. courte de chacun. Je pense que c'est bien d'avoir un peu une idée globale, hein, une approche globale. Je vais essayer de faire court alors. C'est une excellente question. Euh, Je dirais que c'est peut-être par rapport à l'ère du temps, simplement. Il y a l'evidence-based medicine qui s'est imposé dans nos pratiques maintenant, qui a un peu révolutionné la médecine pour la rendre vraiment très, très factuelle, très terre à terre. Ça a apporté son lot de bonnes choses, hein, ça c'est certain. Mais peut-être aussi que ça a un petit peu éloigné le praticien de l'aspect humain et l'a plus rapproché de l'aspect technique de la médecine. Et peut-être que c'est une partie de réponse, en tout cas ici. Et également, on va dire, donc ça c'est un peu, on va dire, l'injonction de toute puissance de la médecine à répondre aux problèmes de santé, euh, euh, notamment donc via l'evidence-based medicine, et aussi peut-être le besoin du professionnel de se protéger.
peut-être que ces deux choses-là font que ça l'éloigne un peu plus de, de, de soins proches des patients et des communautés. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que justement, vouloir répondre à cette toute-puissance, cette toute-puissance de la médecine, d'une part, et d'autre part, se protéger, n'empêche pas de rester auprès des communautés pour euh, être, enfin, l'aspect humain, l'aspect relationnel pour les communautés et les patients. Qui souhaiterait compléter par rapport à cette question? Juste une intervention. Je dis souvent deux choses par rapport à cela. Premièrement, aller au-delà de l'évaluation de la pratique médicale qu'un autre professionnel doit faire et se préoccuper davantage de l'environnement général de santé. Et deuxièmement, allier une éthique de responsabilité individuelle entre un médecin et son patient, on est bon là-dedans, à une éthique de responsabilité collective entre un groupe de patients et même un groupe de professionnels de la santé et une communauté à desservir, et on est moins bon là-dedans. Merci beaucoup, Maureen. Alors, une autre question avec le docteur Casimir. Alors, elle va être un peu longue. Être responsable, c'est-à-dire étymologiquement, pouvoir répondre de ses actes à tendance à aller à l'encontre de certaines libertés du médecin ou d'une certaine compréhension de la sacro-sainte liberté thérapeutique. Comment donc comprendre et articuler ces notions, d'une part de liberté, nécessaires pour s'adapter aux situations cas par cas et être en accord avec sa conscience, et d'autre part de responsabilité, nécessaires pour être scientifique, éthique, réflectif, durable, et ainsi répondre aux besoins essentiels de la population d'aujourd'hui et de demain. Docteur Casimir ou docteur Frappé. Oui, écoutez, je pense que c'est une question évidemment très importante parce que le monde évolue et les individus ne perçoivent pas toujours l'évolution du monde autour d'eux, je pense. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que le pouvoir du médecin en général, paradoxalement dans la société, même si la médecine a fait des progrès incroyables, magnifiques, superbes, je pense que le pouvoir du médecin s'est réduit dans la société. Et donc, or, le médecin est quelqu'un qui a une responsabilité tellement importante vis-à-vis du patient qu'il est souvent autonome, parfois un peu autoritaire dans la volonté de garder seul la responsabilité, alors qu'aujourd'hui il est dans un monde de partage et qu'il faut accepter ce partage de responsabilité, ce qui n'est pas facile pour le médecin, et qu'il doit en plus lutter quand même, comme j'en ai dit quelques mots, sur le fait que le monde est tellement économique et que la médecine coûte tellement cher et de plus en plus cher, que le politique s'occupe énormément de la médecine et veut en réduire en quelque sorte et le pouvoir et les capacités. Et donc, le médecin et les soignants en général sont assez malheureux dans un processus tel que celui-là. Et je pense qu'il y a une souffrance du système qui est très mauvaise pour notre profession parce que cette souffrance, elle est ressentie par les patients et elle ne participe pas à cet idéal formidable de la médecine qui est justement d'être au service du patient en étant un tout petit peu sans trop de préoccupations matérielles d'une responsabilité qui finalement ne nous incombe pas tout à fait. Et donc, je trouve que là, on est dans un paradoxe permanent dans lequel il faut que l'on trouve les meilleures voies. Et je pense que le séminaire d'aujourd'hui, c'est la meilleure voie, c'est-à-dire d'être socialement responsable. Donc, ça veut dire aussi qu'on va faire attention aux aspects économiques, mais qu'on va défendre bec et ongle ce qui sont les valeurs de notre profession. Et les valeurs de la profession, c'est celles que Najim Mokadem ou que les autres personnes qui ont parlé aujourd'hui ont en fait défendues. Elles sont là écrites et de ça, on ne peut pas transiger. Merci beaucoup, docteur Casimir. Docteur Frappé, c'est une question qui va un peu dans le même sens. Plusieurs acteurs de santé conditionnent le bien-être des citoyens. Objectivement, dans notre société en évolution, le médecin n'est que l'un d'entre eux. À quelles réformes les associations médicales doivent s'atteler pour mieux contribuer à un système de santé socialement responsable? Alors, j'aurais envie de répondre à un groupe de questions déjà et puis de reprendre la question à laquelle j'ai pas réussi à répondre initialement Pierre Dehaze et puis qui reprend enfin, les suivantes aussi. Déjà, sur le médecin, en fait, je pense que
l'enjeu, c'est de faire comprendre, c'est la prise de conscience, avant tout. Je pense que c'est la première marche, c'est la prise de conscience. On ne va pas inculquer la responsabilité, soit simplement en délivrant des enseignements, et ça s'inculque comme ça à l'université, soit en s'accusant les uns d'être responsables et les autres non. Je pense vraiment c'est l'université avant tout dans ses enseignements, par exemple, elle est là pour témoigner que ça fait partie du métier en abordant ces sujets-là et non pas en disant ben, on vous l'apprend et du coup vous recevez et vous devenez responsable. Donc il y a cet enjeu-là et du coup on est tous condamnés, je pense, à être responsables, sinon le système il va pas être durable bien longtemps. Donc les médecins doivent être responsables, ils n'ont pas le choix socialement responsable. C'est quelque chose qui sont obligés de se confronter. Alors aujourd'hui, on met beaucoup en avant la liberté comme étendard et avec la notion que la liberté, c'est une toute-puissance, une toute-aptitude, tous azimuts. Et en fait, je pense que c'est fausser la définition de la liberté et que la liberté, c'est une capacité à choisir ses liens. Et c'est lié au fait de se mettre un cadre, de se poser des limites. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer de faire évoluer les consciences pour faire prendre conscience que la liberté qu'on doit défendre, c'est pas celle d'une toute capacité, d'une toute aptitude, mais plus de se lier, de choisir ses liens et d'être en capacité de les faire. Puis après, sur la question des territoires d'à côté, je pense que il faut pas confondre quand même l'enjeu actuel qui est peut-être pas tant la distance au médecin, mais le délai de réponse, l'accessibilité aux soins, je pense aujourd'hui, l'enjeu est beaucoup plus dans le délai de la réponse, de permettre d'avoir une réponse plutôt qu'un enjeu de distance. On a aujourd'hui des difficultés, des personnes qui habitent à côté d'un cabinet médical, qui ne sont pas mobiles et le médecin ne se déplace pas. Et voilà, donc c'est pas qu'une notion de distance, il y a un vrai enjeu de mobilité, mais qui se pose peut-être plus vraiment en termes de solutions qui est proposée et pas forcément en termes de distance de transport. Voilà. Puis le dernier point, c'était par rapport à sur la question sur le est-ce qu'on ne s'est pas recentré, c'est une très très bonne réflexion et je pense que la médecine effectivement s'est recentrée sur elle-même. C'est ça, hein, j'essaye de pas oublier. Et je me demande si c'est pas aussi parce que finalement, les patients se sont plus ouverts à la médecine. On n'a toujours pas, je pense, digéré l'accès d'Internet, l'accès à la connaissance. Le médecin avant fondait énormément de son autorité sur la connaissance qu'il avait. Et je pense que maintenant, la population investit beaucoup plus la médecine et a beaucoup plus moyen d'investir la médecine. Et peut-être qu'on a suivi le flux et en se recentrant encore plus, du coup, sur notre métier, sur nous-mêmes, et qu'on a à faire ce chemin inverse. J'espère qu'il y aura d'autres outils qui nous le permettront. Merci beaucoup, docteur Frappi. Il nous reste 8 minutes, même pas 6 minutes. Je vous demande vraiment des réponses brèves par rapport à ce qui reste plusieurs questions. Alors, docteur Godreau, il y a une qui est destinée pour vous. C'est merci pour partager cette vision optimiste face au changement dans les pratiques. Que pourriez-vous nous dire sur l'impact que peuvent avoir des médecins pour amener leurs organisations, incluant les établissements, les cliniques et les cabinets, à devenir socialement responsables, ce qui est ultimement la finalité recherchée? Je dirais devenir un acteur social encore plus important, se prononcer sur des grands enjeux sociétaux liés à la santé. Un, avoir de bonnes relations avec l'ensemble des autres professionnels, avec l'ensemble des autres professionnels, pour qu'ensemble, nous réfléchissions sur cette responsabilité collective qui est la nôtre. Et troisièmement, je dirais, ce qui n'est pas toujours le cas, mais des relations constructives, régulières et fréquentes avec les décideurs politiques. Merci beaucoup, Maureen. Naji, une question pour toi d'une collègue d'Haïti qui suggère la compétence de gestionnaire qu'elle n'a pas vue dans, dans ton référentiel, ton micro. Alors, je relis, j'ai la question ici sous les yeux, oui. La compétence de gestionnaire d'insérer la gestion des interférences des compagnies d'assurance dans la prise en charge des patients, euh, et d'introduire la notion de sacerdoce médical par rapport à l'aspect culturel des communautés. Donc ça, c'est deux points. Pour le premier point, la question de la gestion des interférences des compagnies d'assurance dans la prise en charge des patients.
C'est abordé pas dans la compétence gestionnaire, mais plutôt dans la compétence du enfin de professionnalisme. Donc, je reprends juste la compétence sous les yeux, où c'est plutôt par rapport aux aspects de préservation de son intégrité. C'est surtout ça. D'une part, donc s'il y a par exemple je sais pas moi, de la corruption ou autre, si c'est ça que vous avancez dans votre question, ou dans les problématiques des patients pour accéder à la santé par une assurance qui le leur empêcherait, mais justement, là, on va dans la compétence de leadership qui vise plutôt à se lever, à se mobiliser pour défendre la santé de ses patients. Donc, ce n'est pas spécifique vraiment aux compagnies d'assurance, mais c'est répondu, on va dire, par deux volets de chaque compétence. Et pour la partie du sacerdoce médical, c'est pas tellement abordé qu'il y a un véritable sacerdoce médical. Évidemment, on invite les médecins à faire preuve d'une éthique médicale, ça oui, de responsabilité sociale et d'une pratique professionnelle, mais aussi quand même à être conscient de ses propres limites, je le rappelle, parce que le sacerdoce médical entretient quand même une culture qui peut être enfin, mettre beaucoup de médecins sous pression. En tant que jeune médecin, c'est aussi un petit peu ma génération de parler de ça, mais connaître sa limite dans cette culture de la médecine, c'est aussi pouvoir faire une bonne médecine et pérenne aussi. Merci. Docteur Casimir, il nous reste deux questions. Docteur Casimir, on a l'impression qu'à Québec, le collège prend la responsabilité auprès de tous les médecins de famille et spécialistes, ceux qui ne semblent pas être le cas en France et en Belgique. Ne faudrait-il pas un socle de réflexion et formation commun? Oui, certainement. Je pense qu'il y a toute une série de questions qui doivent être prises en commun. Peut-être qu'au Québec, justement, il y a un petit peu moins de segmentation qu'il n'y en a en France ou en Belgique que dans les niveaux de pouvoir et dans les portes auxquelles il faut frapper. Je suis assez d'accord avec cela, qu'il faut continuer en tout cas à améliorer le processus et à continuer parce que le patient responsable au Québec, ça fait très longtemps. En Belgique, il est encore insuffisamment présent dans les hôpitaux et dans les structures. Je crois que ça, c'est une évidence. Maintenant, moi, je reste optimiste parce que je vois que la profession médicale, les facultés regorgent de gens qui s'inscrivent aujourd'hui en médecine, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tous ces gens, ils ne font pas ça uniquement, je dirais, pour, entre guillemets, gagner leur vie, mais parce que c'est un métier qui fait envie. Je suis plutôt inquiet justement par rapport à d'autres professions, comme les infirmières par exemple, où je pense que la profession n'est pas suffisamment reconnue. Elle l'est d'ailleurs beaucoup plus au Québec aussi que dans nos pays. Et si on a tellement de problèmes d'infirmières, c'est parce que la profession est très plane, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évoluer dans la carrière, il n'y a pas de reconnaissance des spécialités que les infirmières font, elles ont une vie quand même très difficile et donc je trouve que c'est un point important. Le deuxième point que je voudrais à ce titre-là, dans le côté optimiste souligner, c'est que moi j'admire des gens comme Najim Mokadem qui sont des cliniciens-chercheurs et je pense qu'il faut continuer aussi à ce que les jeunes médecins se posent des questions. La responsabilité sociale, c'est aussi se poser des questions. Comment ça se fait que ceci se passe comme ça? Comment est-ce que je peux faire pour améliorer la santé de mon patient? Et il y a eu en 2019 un article du New England qui disait que les cliniciens-chercheurs aux États-Unis étaient passés de 4,5 à 1,6% des médecins, que c'était très grave parce que 90% des prix Nobel américains, c'était des cliniciens-chercheurs. Et donc je pense qu'il faut continuer aussi à ce que les jeunes dans les universités, on leur apprenne à se poser des questions scientifiques. Ça, c'est vraiment fondamental, y compris bien sûr en médecine générale, même si les médecins généralistes sont assez peu à être, je dirais, dans les corps enseignants des universités. Il faut qu'ils soient eux-mêmes participants, comme vous le faites, à cette formidable réflexion médicale que nous avons et que nous devons tous avoir. Alors, dernière question, réponse courte pour Maureen, avant de passer la parole à Charles pour la conclusion. Alors, Maureen, voilà, excusez-moi. Euh, Vous avez bien dit que le Collège des médecins du Québec est devenu un acteur social important. Alors, les facultés de médecine à travers le monde, y compris celle du Canada, aspirent également à être des acteurs clés de la société en formant des médecins socialement responsables. La question est quelle forme de collaboration entre les ordres professionnels et les facultés de médecine serait nécessaire pour que la formation, la reconnaissance et l'encadrement du médecin socialement responsable deviennent une réalité cohérente et durable à l'échelle du système de santé. Euh, au,
Au Québec, il y a 4 facultés de médecine et les quatre, ben, vous le savez, Ahmed, mais les 4 facultés de médecine ont chacune un bureau de la responsabilité sociale. Donc, c'est très, très, très actif depuis des années. Ça fait pas si longtemps, comme je viens de l'expliquer, que c'est un sujet d'intérêt pour le Collège des médecins du Québec. Il y a des rapports réguliers entre les doyens des facultés de médecine et le président que je suis, de même que au niveau de comités statutaires obligatoires du collège entre les facultés de médecine et le collège. Donc, ça doit être un élément de discussion entre nous, même si, puis je vais terminer là-dessus, il y a des bureaux de responsabilité sociale depuis plusieurs années à la faculté de médecine. Il n'y a pas eu tant que ça de discussion et de collaboration entre les facultés et le collège sur ce point-là particulier. Donc, c'est un de nos défis pour la prochaine et les prochaines années. Ouais. Merci beaucoup, Maureen. Il y a encore des questions à poser. Ce que en fait, on va les partager avec les intervenants de sorte qu'on puisse avoir des réponses et qu'elles puissent être communiquées à ceux qui les ont posées. Donc, un grand merci à tous. Donc, je repasse la parole par Paul pour que Charles puisse conclure. Oui, voilà, tu pouvais donner la parole à Charles, il n'y a pas de problème. Directement. Charles, vas-y, parce que le temps est écoulé. Merci, chers amis. Mais la première idée qui vient à l'esprit, c'est évidemment de vous féliciter, tous les participants et tous les intervenants. Merci, Najid. Merci Paul, merci Georges, merci Mauril, des propos extrêmement inspirants et qui vont laisser des traces, bien entendu. Je retiens peut-être 4 choses, en gros, et ce n'est pas facile de faire un tri. D'abord, non, ce n'est pas une utopie. On l'a entendu dire, ce n'est pas un fantasme, c'est une lucidité et une volonté pour aller de l'avant, pour progresser, car les défis sont considérables et on ne peut que les affronter. Et donc, c'est magnifique, c'est un magnifique message. Le deuxième concept que j'ai bien aimé quand Paul Frappé a dit dans un de ses piliers, on est ouvert à tout motif de consultation. C'est formidable, ça. On ne parle même pas de médecine. On ne parle même pas de santé, on parle de tout motif. Et effectivement, c'est ça le bien-être et les réalités. C'est que nous ne sommes pas des personnes qui sont découpées en silos, nous sommes juste très complexes et notre bien-être est conditionné par, par des faiblesses de toute nature, économique, culturelle, sociale et autres. Et ça, c'est formidable. Je pense que c'est un témoignage d'humanisme extraordinaire qu'il nous faudra garder à l'esprit. Le concept suivant, c'était Georges Casimir qui nous l'évoque parce qu'il a utilisé 2 termes que j'aime beaucoup. D'abord l'espoir, hein. L'espoir en faisant remarquer qu'effectivement, on a l'impression d'être seul dans des situations qui sont compliquées et le monde d'aujourd'hui, on sait qu'il est plein d'incertitudes. Mais malgré tout, quelques-uns, les plus courageux, les plus visionnaires, les plus lucides, arriveront au bout et entraîneront toute la société vers une situation de bien-être. Il a utilisé le mot aussi, Georges, celui de combat. J'aime bien de l'utiliser aussi parce que quand il y a la lucidité, il y a la prise de conscience, mais aussi le besoin de vouloir affronter ce qui nous transforme tous en silos, en particules, et sans avoir de réflexion transversale et d'action transversale sur l'humain. Et là, c'est un combat, parce qu'effectivement, l'intérêt corporatiste et quelquefois dépasse le bien-être commun. Alors, bien entendu, Mauril, qui adore son Québec, et qui nous le fait aimer, bien entendu aussi, mais il a centré sur deux positionnements. D'abord, un positionnement sur le territoire, et il semble bien le connaître, et sa population. Ceci dit, un petit clin d'œil à Paul Frappé quand il dit, je ne sais pas comment combiner population et territoire, mais tu pourrais dire, Paul, la population dans son territoire. Et c'est ce que fait effectivement Mauril, essaye de comprendre le contexte général dans lequel se trouvent les gens, dans des contextes très variés. Il se positionne aussi en face des valeurs. Là, il a donné des exemples très concrets. Et donc, chers amis,
je pense que nous avons des chantiers devant nous. Et le plus grand chantier, je pense que ça a été dit, mais il faut le redire, la responsabilité sociale, c'est pas un truc, c'est pas une discipline, c'est pas une technique, c'est une culture. C'est donner sens à ce que nous sommes, donner sens à la vie, accepter qu'elle est complexe, accepter que nous sommes ouverts à nous positionner et nous conditionner face aux besoins de nos semblables et pas nécessairement l'inverse, servir les semblables, nous servir avec ce que nous sommes en pensant que ça les touchera. C'est partir du point de référence qui sont les autres, évidemment. Et ça, c'est une culture qui doit être enseignée très, très tôt, et non seulement dans les universités, mais dans toutes les écoles et partout où on peut avoir des activités d'éveil. Et chers amis, c'était une belle réunion. C'était vraiment, je suis tellement content qu'elle soit enregistrée. Et j'espère personnellement, à titre personnel, que nous pourrons garder de bonnes relations avec Paul Frappé, avec Georges Casimir et Maureen Gaudreau euh, au sein de la CILMEF, au sein du RIFRES, et de façon à ce que nous puissions, comme disait très bien Maureen, nous avons des chantiers. Et bien justement, d'être des collaborateurs dans ces fameux chantiers. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup.